Bonjour Eric. Bonjour Hélène. Alors merci de m'accueillir chez toi, dans ton atelier, juste à côté de tes terres. On est en Italie, à la frontière franco-italienne, au cœur de la vallée de la Roya, sur le domaine de la chapelle Saint-Jérôme. Donc là, on est vraiment en plein cœur de tes terres d'oliviers et de plantes médicinales. Les paysages sont sublimes, c'est un peu un corridor entre mer et montagne. C'est aussi une zone un peu extrême, enfin en tout cas de plus en plus extrême avec malheureusement ce qu'on traverse aujourd'hui avec le climat. Toi, tu es un amoureux de la terre et de ses mystères. Tu as une relation avec le sol qui est très importante, on va en parler. Tu as aussi un profil très atypique que j'adore. Tu as commencé une première vie dans le cinéma et puis ensuite, tu vas nous en parler, mais tu as tout quitté pour acheter une oliveraie, devenir paysan, mais aussi te concentrer, découvrir les plantes, la phytothérapie, etc. Ensuite, ta curiosité te pousse à passer une université d'été de quelques mois à Grasse, où là tu découvres le parfum. Tu es aussi un peu, je sais pas comment on peut dire, mais apprenti, élève, alchimiste. C'est un univers moi qui me fascine et qui te fascine aussi, donc c'était marrant quand on en parlait hier, tu me racontais tout ça. Donc quelque part tu es en process, en quête. Ce que j'aime, c'est ton positionnement unique et très beau, parce qu'avec Paysan Parfumeur, tu vas nous en parler, mais tu nous offres la possibilité de découvrir une parfumerie très qualitative. La qualité de tes ingrédients est absolument incroyable. Et en plus, tu réduis ton impact sur le biotope, parce que tu nous expliqueras comment, mais finalement, tu utilises un peu moins de plantes pour faire tes parfums. Et donc, il y a tout un cercle vertueux, finalement, qui se dégage de tout ça. Donc moi, j'ai eu un énorme coup de cœur et je remercie ici la personne qui nous a introduite, c'est Marie-Cassandre Bultel, qui a pensé à toi pour la Biennale Amants Vivants qu'on a cofondée avec Armelle Lalo également. Et quand tu es venu, donc c'était en octobre dernier à Paris, avec ton alambic, tu débarques et tout ça, il y avait la poussière partout au moment de la préparation. Et puis toi, tu ouvres tout ça et là, tu nous enchantes avec ces odeurs. Et moi, ça a été un choc olfactif très fort. Ça sentait mais vraiment divinement bon. Ça sentait le vivant. Voilà. Et donc, on était en plein cœur de ce sujet. Donc ça, c'était... Et parfois, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens, mais les parfums sont tellement complexes qu'on n'arrive plus à lire la qualité des matières premières. Et là, j'ai tout de suite ressenti qu'il y avait quelque chose de différent chez toi, dans tes parfums. Et pourtant, voilà, j'y connais rien. Donc, dans ce podcast, on n'est pas spécialiste, Eric, mais est-ce que pour commencer, tu peux nous dire qu'est-ce que c'est Paysan Parfumeur? Qu'est-ce que tu as voulu faire avec tout ça? Qu'est-ce que c'est Paysan Parfumeur? Alors, Paysan Parfumeur, ça évolue toujours, mais ce qui est intéressant, c'est les deux mots, paysan et parfumeur, et d'avoir associé ces deux mots qui, a priori, vont pas trop ensemble, ou en tout cas c'est pas parce que le paysan souvent on dit, c'est quelqu'un qui même des fois sent l'élevage, sent les vaches, sent la bouse, etc. Et puis le parfumeur, c'est quelqu'un de plutôt citadin qui va être dans un bel appartement à Paris avec un piano, enfin voilà, tout l'imaginaire du parfumeur colle pas exactement avec l'imaginaire du paysan. Et en plus la réappropriation de ce mot paysan, parce que normalement on dit cultivateur, exploitant agricole, mais moi exprès j'emploie le mot paysan. Je suis pas le seul de se réapproprier ce mot, donc de l'homme du pays qui connaît un terroir avant d'être aussi un cultivateur. Parce que je récolte aussi en sauvage, donc je connais le terroir, donc je suis vraiment le paysan avant tout. Donc voilà, paysan, pourquoi? Parce que effectivement, comme tu l'as un peu annoncé, j'ai changé de vie et j'habitais en gros à New York, je viens de Paris et de sa banlieue, et puis la vie a fait que j'ai eu l'opportunité à un moment donné d'acquérir un domaine agricole et un domaine d'olivier. C'était ça qui me fascinait. Et donc, je suis devenu presque du jour au lendemain oléiculteur, exploitant agricole. Voilà. Alors, c'était un choc énorme. Alors, déjà, le mot exploitation, moi, je voulais exploiter personne. Donc, c'est le premier choc que j'avais eu, tu vois. Et je ne voulais pas du tout être exploitant qui que ce soit. Et puis, surtout, quand je me suis baladé. Alors, évidemment, je m'étais baladé avant dans cette oliveraie, mais c'est des oliveraies qui ont certains ont 800, 700, 800 ans, tu vois. Et donc, ils en ont vu passer des humains. Et donc, je me suis dit, bon, alors, ils me regardent peut-être et ils se demandent qu'est-ce qu'ils vont me faire, est-ce qu'ils vont me couper différemment, j'en sais rien. En tout cas, comment cet humain-là qui va arriver, qui va en gros rester 15-20 ans, parce que j'avais calculé, une génération, c'est en gros 15-20 ans. Donc, ils ont vu 50 générations d'humains et ça remonte aux Romains. Tu vois, c'est les Romains qui ont été les premiers à planter. Donc, voilà, petit truc en me disant, bon, ok, je suis propriétaire sur le papier dans un cadre humain,
l'humain, avec les humains, mais réellement de cette nature-là et de ces oliviers qui sont là depuis des centaines d'années. Je suis propriétaire de rien du tout, je suis juste un passeur, je passe, tu vois, je suis... Donc voilà, ça a commencé comme ça, je me suis retrouvé donc oléiculteur, j'ai vraiment travaillé l'olive de Nice, donc pour moi c'était hors de question de travailler avec des pesticides, voilà, donc c'était en bio minimum, quoi. Et donc j'ai commencé à lire les cahiers des charges, j'ai évidemment un peu étudié l'agriculture, mais très vite même le bio m'a un peu ennuyé, parce que tu vois, c'est juste un respect d'un cahier des charges. Il y avait pas, ça manquait de cœur, ça manquait un peu de quelque chose que moi je recherchais dans cette bifurcation de vie. Donc il manquait un peu d'écosystème et de poésie, quoi. Et exactement, c'est ça. J'ai assez vite déchanté. J'ai eu un choc pétrolier déjà, premier choc pétrolier, parce que quand on est en ville, en gros, moi j'avais pas de voiture, ou alors j'en louais de temps en temps. Là, il fallait d'un seul coup qu'on ait 2 voire 3 voitures, c'est-à-dire une voiture, on était en couple, donc une voiture chacun pour pouvoir se déplacer, et puis une voiture de travail, donc une sorte de pick-up ou un Kangoo, et des voitures comme ça. Plein d'outils avec des débroussailleuses, des outils, des tronçonneuses, etc. Tout ça, ça marche avec de l'essence. Donc, on va acheter de l'essence dans des bidons, dans des pompes à essence et tout ça. On a les mains pleines d'essence. Donc, je rigole à chaque fois en disant que j'ai eu un choc pétrolier, mais c'est vrai. J'ai jamais autant senti l'essence, touché l'essence, que dans ce changement de vie qui était a priori pour retrouver la nature. Donc, ça a un peu commencé comme ça. Après, il y a une chose en agriculture, c'est la répétition, c'est-à-dire, j'avais à peu près 1 millier d'arbres. Donc, tu vois, tu fais un arbre, 2 arbres, tu les tailles, machin, c'est très répétitif. Voilà. Bon, ça, c'est les côtés un peu... Après, c'était peut-être du coup un peu méditatif. Oui, voilà, qui n'était pas trop dans ce que je voyais, cette reconnexion à la nature. Et puis aussi, très vite, de voir que l'agriculteur, il travaille souvent contre la nature et pas avec. Ça, c'est vraiment un changement, quelque chose que j'ai très vite remarqué. C'est-à-dire, on se bat, on lutte, on est en lutte contre les insectes, contre les champignons, contre et jamais avec. Et donc, moi, j'avais quand même toutes ces théories, entre guillemets, en tout cas, ce que j'avais développé dans un fantasme qui est travaillé avec le vivant, et c'est là où on se rejoint, amour vivant, voilà. Et donc, le bio, en fait, me convenait pas, était relativement réduit, c'était pas, ça m'enthousiasmait pas plus que ça. Et donc, je me suis penché vers, dans un premier temps, un paysan japonais qui s'appelle Manisuko Fukuoka, qui a beaucoup travaillé sur la permaculture et de faire avec ce qu'on trouve dans un biotope, de regarder comment un arbre pousse, tu vois, et de le tailler, parce qu'en gros, dans l'oléiculture, c'est un peu comme dans la vigne, il y a des grandes périodes, il y a la période de la taille de l'olivier, parce que pourquoi on taille? On taille pour avoir un arbre fruitier, il produit pas régulièrement, il produit une fois tous les 2 ans, ce qu'on appelle une alternance. Et on taille pour éviter cette alternance, pour avoir chaque année à peu près la même production. Donc la taille est très importante. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on respecte l'arbre, son port, comment on va le tailler? Voilà, c'est des gros questionnements et qui sont importants, hein, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on taille un arbre, les résultats, on va les voir 2-3 ans après. Donc si on a foiré le coup, on est planté. Donc c'est des grosses questions qui sont posées tout de suite à moi. Et l'approche de l'approche de la permaculture avec Manisuko Fukuoka, et puis après la découverte de la biodynamie, en gros par les travaux de Goethe, et puis évidemment de Steiner, et donc de tous ces discours sur l'agriculture m'ont beaucoup plus parlé, parce qu'il y avait une approche sensible en fait, qui me manquait moi dans l'approche habituelle. Donc voilà, entre la permaculture et la biodynamie, j'ai finalement trouvé une approche sensible de la façon dont j'allais cultiver, la façon dont j'allais conduire ces oliviers. Et ça a plutôt bien marché. J'ai rencontré après des personnes qui justement étaient comme moi. Voilà, c'était avant toute la vogue Morizet et tout ça, hein, avant qu'on parle du vivant, tu vois. Mais de toute façon, réellement, cette notion-là d'écouter le vivant et d'essayer de faire avec et pas contre, c'est des notions qu'on a depuis un certain temps. Et j'ai essayé de faire court. En gros, très rapidement, même si on vendait notre huile, on vendait très bien nos huiles, nos pâtes d'olive et tout ça, on s'est rendu compte entre les prêts qui avaient à rembourser, qu'on avait déjà du mal à rembourser, plus voilà, les gens qu'on devait employer, le matériel, l'agriculture, c'est très
demandeurs de capitaux avec des résultats qui sont à long terme, c'est du très long terme. Et ce qui fait qu'on s'est très vite rendu compte que, en travaillant même comme des fous, on gagnait rien. On a gagné, je crois, au maximum dans la meilleure année où on a fait un très beau chiffre d'affaires. On avait un distributeur, on vendait dans beaucoup de magasins bio, dans des épiceries fines, etc. On a gagné 500 € chacun par mois et on s'est payé royalement un voyage en Sicile. Voilà, c'est en gros ce qu'on a pu se vivre. Donc tout ça, c'est des conséquences après qu'on a aussi dans le couple, parce que finalement, on sort plus, on fait plus rien, on ne fait que travailler, on est fatigué, donc ça aide pas. Et donc petit à petit, ma compagne de l'époque, elle vient d'une entreprise assez connue dans les plantes, dans phytothérapie, et elle m'apprend à faire des alcoolatures, des macérations solaires. Alors les macérations solaires, c'est l'idéal pour nous parce qu'en gros, c'est avec de l'huile. Nous, on a l'huile d'olive et on a les plantes. On a les plantes qu'on commence à récolter en sauvage au départ et après, on commence à en planter. Donc toutes les plantes du biotope méditerranéen, c'est énorme. On parle des lavandes, des hélicryses, de toutes ces plantes-là. Et elle m'apprend à faire des alcoolatures, ces macérations. Qu'est-ce que c'est une alcoolature? Alors une alcoolature, en gros, la plante, ses principes actifs ne sont pas solubles dans tous les mêmes liquides. Donc on va utiliser l'eau quand ils sont solubles dans l'eau. Donc là, on va faire des distillations. Une alcoolature, c'est soluble dans l'alcool. Donc on va récupérer les principes actifs solubles dans l'alcool. Et dans l'huile, liposolubles qui sont solubles donc dans l'huile. Donc voilà, on a comme ça un panel de transport, on va dire, ou d'extraction des principes actifs de la plante. Donc j'ai appris avec... c'était très sérieux parce qu'elle revendait aux pharmacies, donc on respectait. Et j'ai appris comme ça. Et petit à petit... donc en gros, je me suis installé en 2008. Pendant, je sais pas moi, des années, j'étais entouré d'huiles essentielles, de plantes qu'on allait chercher, qu'on allait couper. J'ai fait beaucoup de gémothérapie. La gémothérapie, c'est la phytothérapie des bourgeons. C'est-à-dire on va cueillir des bourgeons et on va dire, ce qu'on appelle en biodynamie le totem de la plante en devenir. C'est-à-dire que le bourgeon, il a toute l'information d'un devenir. Et souvent, c'est utilisé pour les gens qui vieillissent et ça leur redonne un coup de jeune, en gros. Donc, c'est très demandé, la gémothérapie. Donc voilà, c'est deux... Donc là, tu découvres vraiment donc je découvre l'agriculture, c'est ça, le sol, en le gros, terroir. super, mais il y a beaucoup de choses qui sont pas exactement ce que j'attendais. Et en même temps, la découverte des plantes, du vivant, d'être en plein milieu de cette terre, entouré, ça, voilà, il y a tout ça qui se fait. Donc il y a une sorte d'alchimie qui s'est faite, parce que comme tu as dit, j'ai aussi suivi les cours de deux alchimistes français qui s'appellent tous les deux Patrick, dont Patrick Burestinas, qui est connu, et puis un moins connu mais très important en spagyrie qui s'appelle Patrick Rivière. Et donc en parallèle, je suivais aussi ça. Donc une sorte d'alchimie s'est faite entre tous ces... En alchimie, on dit qu'il y a des passages, tu vois, on brûle une première fois. Donc là, j'ai brûlé quand j'ai changé de vie, en gros, du cinéma à me retrouver en plein milieu de cette terre, à l'extrême est, parce qu'ici on a une frontière, tu vois, c'est un peu excentré, quoi. Donc voilà, j'ai brûlé une première fois, je brûle une seconde fois en me disant, ouais, l'agriculture, c'est peut-être pas exactement ça que je cherchais au final. En tout cas, pas comme elle m'était proposée et comme elle est globalement. Et là, je parle pas seulement bio ou, tu vois, machin, je parle vraiment de la façon d'appréhender globalement. Alors, je suis pas le seul, hein, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette trajectoire. Mais en gros, il y a quelque chose qui convenait pas et donc j'ai brûlé une deuxième fois pour faire cette fameuse œuvre rouge. Donc, on dit œuvre noire, blanc et rouge. Et donc là, ça serait cette dernière portion de ma vie. Parce que plus, le truc, c'est quand on a plusieurs vies, bah, évidemment, on vieillit, hein, ça va pas en s'arrangeant. Et donc, voilà, je suis à l'aube disons à l'aube. Ça fait, l'aube, c'est déjà levé, et on va dire, il est 11h. Et je suis à 11h de ma troisième vie, en gros, 11h11, d'ailleurs, j'ai fait un parfum qui s'appelle 11h11. Et voilà, et donc j'ai associé paysan, pour revenir à ta première question, et parfumeur, avec cette volonté donc de me dire, moi je connais les plantes, je les ai vues grandir, je les suis de la graine à la récolte. Et en même temps, je viens du monde du cinéma, j'étais un peu dans les gens avec des gens de la mode à New York, tout ça. Donc je suis sensible, on va dire, à la beauté. La mode m'intéresse vraiment beaucoup, elle est très inspirante pour moi. Et donc je me dis, bah, je vais faire un parfum, mais qui soit un peu élégant, qui soit pas
juste des trucs qu'on trouve dans les magasins bio, tu vois, 13 huiles essentielles en gros. Oui, et c'est je voulais ça. faire quelque chose qui soit plus, et d'essayer de faire un parfum que moi je puisse porter. Parce qu'entre-temps, en étant comme ça, en pleine nature, j'avais de plus en plus de mal avec les parfums synthétiques. Oui, c'est ce que tu me disais. C'est que à Grasse, du coup, tu peux nous raconter, vous commencez par étudier les parfums synthétiques et ensuite les parfums naturels. C'est ça. Quand je suis arrivé ici, j'ai tout de suite su que de toute façon, juste la production d'huile, il fallait trouver, et c'est un peu la clé de l'agriculture, de trouver une valeur ajoutée qui soit supérieure à vendre un produit brut. Parce qu'en gros, il y a pas, voilà, il faut faire cette valeur ajoutée parce que sinon on peut rien payer, puis on ne peut pas se payer. Et donc je sentais qu'il fallait que j'étudie quand même aussi la cosmétique et puis en particulier le parfum. Et donc je me suis retrouvé à étudier une université d'été à l'AFSO, à Grasse. Et c'était en 2 parties, une partie les essences naturelles et puis une partie les essences chimiques, de la chimie organique. Chimie organique, ça ne veut pas dire organique comme en anglais, c'est la chimie du carbone. Et donc, je me suis retrouvé après dans la section chimique et j'avais mal à la tête tous les soirs, c'était horrible, j'étais obligé de me laver les mains 15 fois pour m'enlever les odeurs, j'avais l'impression que c'était rentré dans mon nez, j'avais un mal de tête de fou, donc voilà, petit à petit, pour moi, c'était hors de question d'utiliser les molécules chimiques, même au-delà d'être contre. De toute façon, en général, j'essaie d'éviter d'être contre. Oui, mais puis dans la nature, c'est de la chimie douce. Exactement, souvent. Mais, c'est ça. Donc, c'est pas une démarche, c'est surtout moi qui supportais plus ça et je me suis fié quelque part à cette intuition, cette intuition, ce mal de tête, et puis j'avais envie de mettre du parfum et un parfum qui soit pas juste je me mets un peu de vétiver en huile essentielle que je mélange à un néroli sur les 2 poignets et puis voilà, je voulais quelque chose d'un peu plus élaboré. Donc j'ai commencé à me lancer dans la parfumerie puisque je connaissais bien l'aromathérapie, donc que j'avais appris avec ma compagne, et je me suis retrouvé à commencer à faire des parfums pour mon ex-femme. Et le Japon, c'est pas un pays très reconnu pour le parfum parce que c'est très intrusif, très fort, et ils sont toujours dans une espèce de finesse. Et c'est un parfum, quand elle l'a porté en gros à Tokyo, et toutes ses amies lui ont dit waouh, c'est quoi, ça sent super bon et tout. Et là je me suis dit ah oui, c'est mon intuition de faire du parfum, c'est peut-être pas mal. Et puis petit à petit, j'ai commencé à dire bah ouais, ce qui est bien, c'est que moi en plus je suis agriculteur, paysan, et puis en même temps je vais faire du parfum. Puis dans les conversations, il y a, je sais plus, tiens, paysan parfumeur, c'est pas mal. Et puis après, je disais ce mot-là et tout de suite, ça claquait. Il y avait un truc qui se faisait et que c'était très rapide parce que tout de suite, on comprenait. Et c'est vrai, je suis paysan et parfumeur. Ouais, non, c'est super. Donc du coup, pour que nous, on rentre un peu dans cet univers du parfum alors qu'on n'y connaît pas grand-chose, l'industrie de la parfumerie, c'est quand même une industrie, comme tu disais, lourde, qui est aussi très fermée. Quand on dit que tu fais des parfums 100% naturels, donc c'est garanti sans conservateur, sans colorant, sans molécules de synthèse, tu nous dis que pour toi c'était une évidence, mais est-ce qu'en fait, un peu comme quand tu te dis je vais être paysan et ça va être simple, en fait c'est hyper compliqué, est-ce que ça complexifie beaucoup ton process? Comment tu fais pour préserver finalement la force du vivant en travaillant ces parfums, tu vois? Est-ce que c'est beaucoup plus dur? De quoi tu te rends compte à ce moment-là et qu'est-ce que tu traverses pour créer tes premiers parfums? Alors déjà, je pars d'un principe qui est celui de partager l'expérience que j'ai eue de ce retour à la nature. Et je me dis, tout le monde n'a pas l'opportunité de changer radicalement de vie, de se retrouver en plein milieu de la cambrousse, entre guillemets, et que je vais essayer de partager ça via les parfums. Donc cette dimension déjà de soin, de partage, c'est presque je reviens d'un voyage, je suis parti en voyage, comme Ulysse, et puis je reviens avec dans ma valise, dans mes petits trucs, avec des senteurs, et je dis tu vois, j'ai été là dans cet oliveraie avec ces pins et tout ça, et il faut que tu sentes ça, c'est incroyable. Et moi, ça m'a changé la vie, donc je pars de ça au départ. Donc c'est plutôt philosophique et je pense pas trop à l'industrie du parfum pour être honnête.
Et après, effectivement, je me retrouve à être plongé dans l'industrie du parfum, qui est une industrie extrêmement compétitive, qui est extrêmement lucrative. Donc évidemment, les places les meilleures, elles sont prises depuis bien longtemps, et en particulier par les groupes français, et qui sont partout, y compris sur des marchés de niche et tout ça, parce qu'en gros, on considère, finalement, du parfum de niche, c'est-à-dire un peu spécifique, avec des particularités. Je suis cultivateur, donc je ne peux pas non plus avoir des quantités astronomiques de plantes. Je dis ça, c'est très important, parce que donc en gros, je me dis paysan parfumeur, ok, je cultive les plantes que je vais mettre dans mes parfums. Souvent les gens ils me posent cette question. Je suis obligé de leur dire non, une partie des plantes, parce qu'effectivement, je travaille avec des huiles essentielles. Et pour les huiles essentielles, il faut beaucoup souvent de matières premières pour avoir une huile essentielle. Et moi, je n'ai pas des hectares et des hectares de terre. Il faudrait que j'ai 200, 300 hectares de terre, et puis dans des biotopes différents. Donc, j'utilise définitivement des huiles essentielles en provenance d'autres producteurs, voire d'autres distributeurs. Parce que ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'évidemment, l'accès aux meilleurs, donc mon sourcing, moi, il était en compétition avec des grands groupes qui, effectivement, avaient déjà négocié, se prenaient en gros les meilleurs produits. Donc, faut faire avec ça. Alors, moi, j'ai la chance en France, comme j'ai travaillé dans les huiles essentielles, de connaître des petits producteurs, ou on va dire des moyens producteurs. Donc, j'avais cette chance-là en direct. Mais j'achetais, donc je produisais pas. Donc, je pouvais pas dire j'étais paysan là-dessus. Et où, moi, je produis donc une partie de ce que je mets dans les parfums, c'est les plantes que je vais utiliser dans les hydrolats. Donc ici, j'ai à peu près une trentaine de plantes que j'utilise. Il y en a, on va dire, allez, une quinzaine que je cultive, et l'autre quinzaine, elle est endémique. Elle est endémique, donc ça veut dire qu'elle est du coin, du biotope, et elle pousse globalement en sauvage. Donc voilà, moi, mon apport, on va dire, en paysan, c'est via la distillation de ces plantes-là, l'extraction. Alors, distillation à l'alambic, on en parlera peut-être un peu plus tard. Si, mais on peut en parler même maintenant. Donc, en gros, l'alambic, c'est une sorte de chaudière. On va faire passer de l'eau, une vapeur qu'on va chauffer à 100 degrés en vapeur. Et cette vapeur va passer à travers les plantes et capturer, on va dire, la molécule olfactive et en même temps l'eau de la plante. Ça, après, on va le refroidir dans un serpentin et ça va donner un hydrolat, et au-dessus, on a une couche d'huile essentielle. Et moi, c'est ça que j'utilise. Et je sépare pas les deux. Parce que la majorité des gens, ils séparent. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont séparer l'huile essentielle, parce que c'est ça qui les intéresse. Et avant même l'hydrolat, c'est ce qu'on appelle un byproduct, un sous-produit. Ouais. Un sous-produit, exactement. Et donc, c'était jeté. Et moi, ce qui m'intéresse, voilà, et c'est ça qui est très intéressant, c'est déjà, avec l'hydrolat, je trouve qu'on a un impact beaucoup plus réduit sur le biotope, puisqu'on a moins besoin de matières premières. Ce qui, moi, super en tant qu'écologiste, c'est-à-dire sensible à faire attention à pas bousiller, d'aller cueillir comme ça n'importe comment. Et puis, dans une réalité basique, c'est-à-dire j'ai pas 100 hectares de terre, donc de toute façon, je peux pas... Donc, un truc qui me correspond très très bien. Et tu peux nous expliquer le lien entre les molécules olfactives et l'eau? En fait, elles doivent être transportées. C'est ça, exactement. La molécule olfactive, elle est transportée par un moyen de transport. Donc, le moyen de transport le plus connu pour le parfum, c'est l'alcool, mais un autre moyen de transport, c'est l'eau, voilà, et puis après, il y a les solvants, etc., etc. Bon, évidemment, je ne vais pas faire des solvants, donc c'est l'eau, l'huile ou l'alcool. Donc, avec l'hydrolat, je résous, on va dire, deux choses, c'est-à-dire je peux finalement mettre plus que mon grain de sel, c'est-à-dire mettre ma pâte dans les parfums, avec les alcoolatures, donc là, parce que non seulement je fais des distillations à l'alambic, mais aussi des alcoolatures de plantes, c'est-à-dire je prends des plantes, je les cueille, je les mets dans de l'alcool, je fais macérer, je filtre, des bourgeons, comme je t'ai dit, avec la gémothérapie, voilà, et je fais aussi de la médecine, ce qu'on appelle alchimique, spagyri. Et donc voilà, ça, tu peux nous en dire un mot, ouais. Et donc j'ai ces 4 moyens d'extraction de plantes qui me sont vraiment personnels, qui sont vraiment avec des plantes que je vais cueillir, que j'ai suivies de la graine au parfum, avec lesquelles j'ai une relation particulière. Alors la spagyri, donc qui est cette quatrième... Moi je connaissais pas du tout. Ouais. Bon. Ça s'écrit S-P-A-G-Y-R-I. Exactement, c'est un médecin suisse, allemand, qui s'appelle Paracels, qui a été un des grands initiateurs de ça. Après, ça a été assez suivi.
En gros, en alchimie, on considère qu'il y a 3 grands principes. Il y a ce qu'on appelle l'âme, donc qui est le feu d'une personne ou d'une plante. Il y a son esprit, donc tu vois, ce qui est vaporeux, qu'on arrive à extraire par l'alcool, et puis il y a sa structure qui s'appelle la silice. Et donc on va décomposer ces 3 éléments en spagyrie, donc d'une plante, et après on réunit tout ça, on appelle ça coaguler en termes alchimiques. Et donc j'ai fait ça de manière assez sérieuse, puisque j'ai suivi les cours, et on a avec la personne avec qui j'ai fondé Paysans Parfumeurs, Léa Streprar, on a fait ensemble une sorte de potion dont on met une petite goutte à chaque fois dans tous nos parfums et qu'on a appelé Amour universel. Et donc on a suivi ces 3 principes, on a décomposé différents règnes, les 3 règnes, donc dans ces 3 grands principes, et après on les a réunis à nouveau. Et là, les règnes, c'était quoi? Donc les règnes, c'était le règne minéral, le règne animal et le règne végétal. D'accord. Et on a décomposé, on a été chercher des cailloux près de la plage, tu vois, des coquillages, on a broyé tout ça, on a brûlé tout ça. Bon, le truc, si jamais tu recul, tu vois, des gens qui font ça, ils sont complètement tarés, ceux-là. Mais on l'a fait, et au final, on ne sait pas trop ce qu'on a fait, on était un peu guidés. De toute façon, des fois, il faut y aller, quoi. Et on y a été. Moi, pourtant, j'avais étudié l'alchimie, ça faisait presque, je sais pas, des années. Je m'étais jamais vraiment lancé, tu vois. J'étais toujours un peu en disant, c'est un peu ce côté perlimpinpin, quoi, tu vois, qu'on dit souvent. Et puis on l'a fait, on a vraiment fait dans les règles de l'art, on va dire, avec cette coagulation. Puis après, on fait couver ce mélange au jour, avec le soleil, avec la lune, dans une grotte, bon, enfin, le truc complet. Et au final, on était tout content parce qu'on sort ça et c'est rouge rubis. Et un des principes, ce qu'on a fait, parce que ce qu'on a fait, ça a un nom en alchimie, ça s'appelle l'œuvre rouge. Et comme son nom l'indique, l'œuvre rouge, elle est plutôt rouge. Et nous, coup de bol, c'est rubis. C'est magnifique, il y a une belle transparence. Et c'est donc. Est-ce que ça sent bon? Ça sentait très bon au début. Après, aujourd'hui, c'est pas vraiment pour l'odeur. C'est juste vraiment pour cette vibration qu'on va amener dans les parfums. Okay. Et c'est pour ça qu'on a mis une toute petite goutte aussi pour pas altérer olfactivement les parfums. Mais c'est vraiment en termes d'énergie. De toute façon, c'est ce qu'on travaille dans les parfums. Nous, c'est cette vibration, c'est ce que les plantes peuvent amener à notre règne humain comme reconnexion avec la nature dont on s'est déconnecté. Et on le ressent beaucoup. Moi, en tant qu'agriculteur, je ressens vraiment les changements climatiques. Les olives, il y en a de moins en moins. C'est aussi pour ça que j'ai dû arrêter. Je suis aussi un cas Ouais, tu me disais aussi que tu dois cohabiter avec les autres animaux, tu vois, tu me parlais justement de tes bourgeons de rose qui avaient été tous fauchés par... Et en fait, ça, tu peux peut-être... c'est ça, exactement. Donc moi, je pars avec ce truc pas ce truc, c'est profond, hein, de vivre avec le vivant, de faire avec. Et donc, on a eu ici une sécheresse assez longue, qui a duré presque 1 an et demi, 2 ans, qui n'est pas encore complètement résolue, mais c'est mieux. Et donc, il n'y avait plus d'eau. Plus d'eau du tout. Et évidemment, les animaux, pour boire, ils mangent des plantes. Ils mangent des écorces, ils mangent des feuilles, ils mangent des trucs comme ça. Et à un moment donné, les chevreuils que j'avais sur place, ils ont découvert les roses. Mmh. Et les roses, on le sait, c'est super bon, même pour nous. On fait des loukoums, c'est bon. Et ils ont découvert ces boutons de roses. Et du jour au lendemain, ils m'ont tout mangé, toutes les roses. Et donc là, je suis confronté, moi, à un double questionnement. C'est-à-dire, je veux vivre avec le vivant, je veux vivre avec ces animaux. Comment je fais tu vois. Donc j'en parle aux chasseurs, on va les prélever. Donc prélever, ça veut dire tuer. Je vais pas être le viandard qui va tuer ces chevreuils avec qui, moi, je me dis, il faut que je vive avec eux. Mais en même temps, j'ai plus de roses, donc en tant qu'agriculteur, en tant que paysan parfumeur, cette année, j'en ai pas eu. Alors coup de chance, j'en avais d'avant, mais la rose, ça se conserve pas longtemps. Donc bon, alors après, j'ai réussi un peu à en faire, ça repousse. L'avantage du vivant, c'est que ça repousse, mais ça repousse beaucoup moins. Et quand il y a une coupe, parce que ils font des coupes rases, là, pour le coup, ils ont trouvé ça délicieux. Ils sont venus en famille. Donc, ils ont bien aimé le festin. Et voilà, c'est des questionnements qu'on se pose entre toujours les envies philosophiques, éthiques, vertueuses qu'on a, et puis la réalité du terrain d'agriculteur. C'est plein de questionnements qu'on se pose. Et alors, du coup, dans tes recettes, pour revenir à ça, c'est que tu nous expliquais par les 4 process là, que tu nous exposais une manière d'extraire les particules odorantes en fait, des plantes que toi tu cultives.
Mais ça suffit pas pour faire tes parfums, donc tu utilises aussi des huiles essentielles et d'autres, des absolus peut-être. Et de l'alcool aussi, très important. Pour faire donc ton jus, est-ce que tu peux nous expliquer du coup dans la recette comment tu mélanges tout ça et à quel moment l'apport de l'hydrolat intervient et du coup te permet d'utiliser moins d'huile essentielle en fait dans les rapports de proportion, parce que c'est ça en fait. Voilà, donc ce que j'ai remarqué avec l'hydrolat, c'est que c'était extrêmement puissant. Et je l'ai remarqué d'une façon presque inversée, c'est-à-dire que y a un ensemble d'hydrolats qui ont une tendance à sentir la chaussette mouillée. Alors évidemment, dans un parfum, la dernière chose que tu veux, c'est sentir la chaussette mouillée. Donc on a fait l'inventaire, en gros, des hydrolats, des plantes qu'on avait, et qui viraient mal. Et puis celles qui tournaient très vite dans ce côté chaussette mouillée. Et donc on a dû éliminer les pins, alors qu'un hydrolat de pin, c'est magnifique quand on vient de le faire, c'est très floral, on n'a pas idée, c'est absolument magnifique, mais c'est une conservation très faible et puis ça vire très vite. Donc tu vois, c'est par l'effet inverse. Et alors, donc je me dis, c'est pas grave de toute façon, parce que nous on met un jus d'huile essentielle après là-dessus, les alcoolatures, ça va couvrir complètement, et donc j'aurai l'énergie du pain au final, même si on sentit rien. Pas du tout, cette odeur de chaussette mouillée, elle est très persistante, elle reste et on n'arrive pas à la couvrir. D'accord. Donc je me suis dit, waouh, mine de rien, l'hydrolat, c'est de l'eau, c'est un véhicule eau, et pourtant les molécules olfactives qu'il arrive à saisir, elles sont extrêmement puissantes. Et ça, après, je l'ai lu par des gens qui disent, en gros, l'hydrolathérapie, c'est mieux que les huiles essentielles. Les huiles essentielles ont un impact sur le biotope très important. Il faut beaucoup de matières premières. Les hydrolats, beaucoup moins. Et en gros, tu as à peu près les mêmes effets. Donc, super, c'est gagnant-gagnant, quoi. Et donc, voilà, je me suis dit, peut-être que là, je vais pouvoir réduire le jus concentré d'huile essentielle, d'absolu, de concrète, qui, en plus, vient pas, en gros, de chez moi. Donc comme ça, je serai encore plus dans le diapason paysan-parfumeur, et d'augmenter la partie hydrolat et alcoolature, et en particulier hydrolat. Donc je fais une composition au départ essentiellement concrète, huile essentielle, ce qu'on appelle un jus, un concentré. Après, je vais mélanger ça avec l'alcool, et cet alcool, je la coupe avec justement des hydrolats. Et ces hydrolats, je les compose comme un parfum. C'est-à-dire, j'essaie, par exemple, quand je vois que mon jus, j'aimerais bien qu'il y ait une dominante plus florale peut-être, ou en tout cas appuyer une des directions que j'ai commencé à travailler dans ce jus, je vais la réappuyer avec des hydrolats qui vont aller dans ce sens-là. Là, les hydrolats qui tournent pas jus de chaussette, par exemple, quels sont-ils donc? Alors après, pour le coup, la rose, c'est plutôt pas mal. Le néroli, tout ce qui est verveine, la verveine, j'utilise beaucoup. Romarin, bien sûr. Hélicris, il faut y aller avec parcimonie, mais ça tourne pas. Après, il y a tous les arbres, les écorces. Mais tu vois, ceux qui me viennent, c'est les plus importants en fait. Parce que romarin, pourquoi? Il y a un parfum historique qui s'appelle le parfum de la reine de Hongrie, et c'était à base de romarin. Et en plus, ça soignait, parce que le romarin, il soigne, il est un peu antiseptique, tu vois. Donc il y a tout ce côté soin, encore une fois, healing, que je cherche. Moi, je le cherche au départ par une reconnexion avec la nature. C'est ça, mon soin, il est là. Moi, c'est pas pour guérir une toux ou un problème de mal au foie. Je suis pas médecin, je me substitue pas à la médecine allopathique. C'est plus un bien-être global d'une reconnexion à la nature, et c'est ça qui m'intéresse. Pour moi, c'est ça le plus grand soin. Le plus grand soin qu'on soit à soi-même et aussi à notre humanité, quoi. Et alors, est-ce que tu peux parce que on va bien comprendre ça aussi quand tu vas peut-être nous décrire, moi en tout cas je l'ai bien compris ces intentions-là quand tu m'as décrit tes parfums. Donc là il y en a une collection de 4. Peut-être que tu peux les... Ouais, c'est ça. Alors il y a effectivement... Nous les donner dans l'ordre de justement ce process un peu initiatique. Donc ils ont été faits dans une sorte de continuité narrative. C'était l'idée toujours de partager moi ce que j'ai vécu. C'était presque un document, tu vois. Donc je suis parti de Pan, qui est le parfum. En gros, ce que j'ai essayé de faire, c'est cette odeur de cet oliveraie avec les pins, avec ce côté méditerranéen. Donc j'ai utilisé beaucoup tu vois, de baume, de côté très arbre, écorce. Et en même temps, j'ai essayé de trouver un peu le floral qu'on retrouve dans le pain. Enfin voilà, et ça c'est le premier parfum. Donc lui qui me baigne dans ce domaine qui m'a fait sauter le pas. Et donc j'ai dit voilà, Pan c'est le coup de feu, mais c'est aussi le dieu nature, hein, c'est les deux. C'est le coup de départ de la course, et on y va et on saute grâce à ce parfum-là, Pan. Donc c'est né comme ça. Et après j'en ai fait un autre qui s'appelle 11h11. Si on veut changer de vie, voilà, et 11h11 c'était quoi? C'est un peu ce qui, voilà, il est, je sais pas à quelle heure il est, mais il est 11h26. Ouais. On n'est pas très loin
loin. Et c'est l'idée, quand on change de vie, on change de paradigme, on change de tout en fait. Et on peut plus continuer à courir comme avant. Et donc il faut s'arrêter, regarder ce qu'il y a autour et faire avec ce qu'il y a autour. Et donc ça, c'était 11h11. 11h11, c'est fait beaucoup avec du racinaire. Dans les parfums, on n'utilise pas que des fleurs, on utilise des écorces, des graines, des racines. Et là, c'est des racines, en particulier celle du vétiver. Ok. Et donc voilà, c'est d'ancrer, c'est des racines qui vont à 5 mètres sous terre, d'ancrer, s'ancrer soi-même pour partir de bien, en tout cas, qui se lie à ce qui se passe autour et plus avec des a priori qu'on peut avoir et tout ça. Donc voilà, chaque parfum est un peu pensé comme ça. Après, il y en a un autre qui s'appelle Iosis, un autre qui s'appelle Eros, et là, on va en faire un 5e qui est masculin, féminin. On essaie de faire ça ensemble. Voilà, donc on a une collection de parfums assez réduite, assez différente, mine de rien. Mais c'est beaucoup lié à des histoires, et une histoire qui est celle que je veux transmettre toujours. Oui, celle que tu veux transmettre. En même temps, je trouve que, pour les avoir là ressentis ce matin, on peut, en tout cas, c'est tellement différent de ce qu'on a déjà l'habitude de sentir que ça convoque, parce qu'en fait, je trouve que l'odorat, c'est un vrai sens du souvenir, de la mémoire, des émotions, mais profond. Et donc, on peut revivre des passages ou des choses, et donc on peut aussi, nous, y voir nos rattachements avec nos histoires, tu vois. Il y a un truc qui est très libre, je trouve. Et est-ce que, parce qu'en fait, on dit souvent, ah oui, non, mais le parfum naturel... ça tient pas. Comment on vit avec un parfum naturel? Qu'est-ce que c'est aussi l'identité qui va avec le fait que c'est fait avec le vivant? Donc, c'est pas tout à fait linéaire, c'est pas collant. C'est vraiment comment ça aussi, toi, tu l'as aimé, et comment tu le partages avec des personnes qui te posent la question, qui veulent sauter de pas d'un parfum traditionnel à un parfum naturel. Ouais, c'est une super question, et c'est vraiment ce qu'on appelle le parfum qui va durer dans le temps. Et ça, c'est les premières choses qu'on m'a posées, c'est-à-dire, est-ce que le parfum, il va tenir ou pas? Il y a ça, il y a il y a pas mal de comment choses ça navigue avec notre peau donc, aussi. ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de questionnements comme ça qui se sont posés. Celui de la persistance. C'est comme tout, dès qu'il y a un défaut, il faut essayer d'en faire une qualité. Parce qu'il y a toujours l'autre côté, en fait. Et l'autre côté, c'est quoi? On a des molécules qui sont vivantes, qui vont être libres, c'est-à-dire on va le pulvériser sur notre peau ou là dans un nuage autour, et puis on rentre dans ce nuage. Mais effectivement, après, ça tient beaucoup moins bien que... mais pour moi, ça, c'est une qualité. C'est exactement... quelqu'un qui peut être un peu collant, et voilà, le parfum synthétique, c'est très collant. Des fois, il faut beaucoup de lavage, laver ses vêtements plein de fois, ses mains. Si on serre la main à quelqu'un qui vient de se mettre du parfum, c'est mon cauchemar. Et t'as la main après toute la journée. On parlait de ça hier, quand on loue des voitures, ou quand on va dans des appartements, dans des chambres, parfois on a les odeurs comme ça de ces parfums. Et il y a un parfum là en ce moment qu'on sent tout le temps dans le métro, une nouvelle odeur. C'est ça, cèdre surdéral. Je crois que ça s'appelle Sudéral. Je crois que c'est Firmenich qui a créé ça. Bon, voilà, il y en a partout. C'est une traînée de poudre. C'est un côté très cèdre. Je crois que ça s'appelle Surdéral. Je ne veux pas dire encore, il faudra regarder, vérifier. Mais donc moi, je suis pas du tout là-dedans. Voilà, on n'est pas du tout là-dedans. Et donc, pour en revenir à ce parfum vivant qui est pas collant. Oui, effectivement, on peut en remettre assez souvent, mais le premier principe, il est aussi de se sentir bien. Et moi, par exemple, je mets en début de journée, je mets du parfum, je me sens bien, ce parfum me fait que je me sens bien. C'est aussi un truc de vivre le moment, c'est-à-dire le moment où tu te parfumes, voilà, tu le vis pleinement, et effectivement, ça disparaît, ça s'évapore. C'est de la vapeur, donc ça va très bien avec l'olfaction. C'est pas éternel. Et donc voilà, ce parfum qui va être évanescent, pour moi, il se reconnecte à toute cette dimension philosophique que je développe après dans Studio Paysan Parfumeur, où là... Alors raconte-nous, Studio Paysan Parfumeur, qu'est-ce que c'est? Alors là, je sors un petit peu du parfum en tant qu'objet, voilà, à mettre sur soi, ou à parfumer sa maison. Ah oui, alors attends.
Si, pardon, je te coupe parce que on n'a pas parlé d'un dernier truc, une dernière petite découverte que j'ai faite là tout à l'heure. C'est un petit carré qui sont divinement beaux. Il y avait une petite boîte que j'ai ouverte et là il y avait des petits carrés hyper jolis de fleurs amassées, séchées, voilà, un petit dé en fait. Et je l'ai porté à mon nez, ça sent divinement bon. Et je t'ai demandé ce que c'était. Tu m'as dit ce sont des encens. J'ai dit mais il faut pas les brûler, ça sent déjà très très bon comme ça. Qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est un peu une recherche qu'on a faite et effectivement, c'est des plantes séchées, des écorces qu'on a broyées, qu'on a compressées et l'idée c'était d'en faire des encens et de les brûler. Sauf que brûler ça, c'est compliqué parce que voilà, ça fait plein de fumée, on se brûle, et donc c'est resté comme ça un peu en plan. Et c'est vrai que tu me dises que ça fonctionne très bien comme ça. C'est hyper beau. Et ça va d'ailleurs très très bien dans ce que je cherche à faire, c'est-à-dire aussi l'énergie de ces plantes qui sont là, compressées, broyées et qui sentent bon d'elles-mêmes et qu'on peut prendre, qu'on peut toucher, qu'on peut s'amener au nez, et en plus c'est tout petit, c'est tout léger, c'est dans une petite boîte de bois, voilà. Et donc on avait laissé ça un peu de côté parce que je me disais mais comment on va brûler ça va mettre le feu, machin. Et en fait c'est très bien comme ça, donc on va sûrement lancer ça suite à tes remarques. Soyez vigilants. Voilà, on va faire une collab Où est le beau paysan parfumeur. Et la prochaine collection qu'on va sortir, justement, c'est un ensemble où va y avoir ces petits cubes, les parfums, des hydrolats, des fioles d'hydrolat pur, et puis 2 huiles, puisque j'ai travaillé sur la dimension des macérations solaires et des huiles. Donc ça sera une sorte de cinémascope, de scope complet, on va dire, de ce que fait Paysan Parfumeur. Et c'est la prochaine collection qu'on lance qui va s'appeler Cinémascope, où on pourra après acheter les parfums séparément. Et puis ceux qui connaissent bien notre gamme, ils pourront évidemment retrouver leurs parfums avec les nouveaux hydrolats, donc les hydrolats de la saison. Parce que l'idée c'est ça, c'est aussi que la plante, elle a nous communiquer une information, mais qui doit être contemporaine. Donc voilà, ça c'est la prochaine collection. Pour revenir à... Oui, pardon, du coup je t'ai coupé, on a fait le petit détour, mais voilà. Donc Studio Paysan Parfumeur. Voilà, Studio Paysan Parfumeur, là on ouvre avec ce que j'appelle Scentscape, donc c'est une sorte de landscape parfumé, où je vais travailler sur un parc, disons un jardin privé, quoi, d'une 15aine d'hectares, et je vais essayer de faire un parcours olfactif, donc du design olfactif, en mettant un ensemble de plantes, arbres, arbustes, plantes vivaces, etc. Et que cette trajectoire, on se promène à travers, on a ces mêmes informations qui sont diffusées et qu'on peut en même temps amener à l'intérieur en cueillant, en les broyant, donc de l'extérieur à l'intérieur de la maison, donc de faire un passage comme ça, alors je vais utiliser un terme anglais, mais inside out, c'est I et O, et donc c'est assez intéressant parce que aussi c'est le sujet de mon travail, c'est-à-dire c'est d'amener cette reconnexion à la nature à l'intérieur de soi et de reconnecter à notre nature. Et notre nature, c'est quoi? C'est d'être connecté justement à toute cette nature autour et qu'on n'est pas séparés, en gros. Donc voilà, de faire ce passage. Et ça, c'est une dimension importante. Donc je vais travailler avec un architecte qui, lui, va faire la maison et avec un paysagiste jardinier. Et je vais comme ça faire le passage entre les deux. Voilà. C'est aussi ce que j'aime bien en fait dans des personnalités atypiques comme la tienne, c'est qu'en fait tu témoignes de ton parcours qui est vallonné avec il y a des choses qui restent, il y a des choses que tu lâches et il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent vers lesquelles tu t'engouffres et en fait tu fais pas qu'une seule chose. Tu fonctionnes en écosystème avec un écosystème de savoir-faire que tu actives et qui sont en fait très différents. Et c'est ça aussi qui est, je trouve, riche dans des profils un peu autodidactes de gens qui en fait étaient pas dans cette voie-là et traversent d'autres voies, amènent d'autres regards et c'est ça qui rend plus riche et donc c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de faire témoigner parce que par le partage de ces informations, de ces récits, de ces histoires un peu singulières, on peut se refaire confiance nous quand on est auditeur de ces récits-là, de ces histoires parce que vous existez, moi ça m'enrichit beaucoup de venir vous voir et de dénicher toutes ces personnes-là parce qu'on a besoin d'endroits où on se nourrit, je crois, en tout cas moi ça me fait beaucoup de bien, tu vois, pour qu'on puisse nous-mêmes ensuite se reconnecter à ce qu'on aime vraiment
et à peut-être des choses pour lesquelles on est fait et qu'on s'autorise pas de faire, de déployer pour un milliard de raisons, que voilà, peut-être si on met pan sur nous, qui va nous aider à, en tout cas, voilà, sauter le pas parfois et faire des choses un peu où on a peur et traverser un peu ses peurs, quoi. Oui, c'est ça, je crois que c'est ce que je disais un peu sur quand on change de vie, on bifurque, en fait, c'est un changement global. C'est aussi un changement de pensée et de la manière dont on va avancer. Et il y a ce concept de rhizome qui est développé par Gilles Deleuze, c'est la philosophique, mais en gros, un rhizome, c'est des ramifications qui sont horizontales, et puis on avance comme ça, un peu à tâtons. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur de ça, et s'ouvrir toutes les portes, parce que de toute façon, c'est un changement de vie, si on veut vraiment le mettre en adéquation totale, hein, c'est-à-dire y compris la manière dont on va, voilà, la valeur qu'on va créer, dans tous tout. les côtés, à 360 degrés. Pas juste j'ai changé de vie, voilà, je suis devenu agriculteur, et en fait on garde toutes les mêmes habitudes d'avant. Et ça fait aussi partie de ce foisonnement, il ne faut pas trop en avoir peur. Ça fait partie de cette nouveauté-là, et à gérer ce foisonnement. Et après, on arrive à voir que ce foisonnement, il va dessiner quelque chose. C'est-à-dire, on relie tous les points de ce qui apparaît disparate pendant un temps. Et à la fin, ça fait comme les trucs d'enfants. Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait des numéros 1, 2, 3, etc. Et puis on liait au trait. Puis ça faisait un lion. La vie, j'ai l'impression que c'est un peu comme ça. Et moi, de plus en plus, je le sens. Donc, il ne faut pas avoir peur de ce foisonnement, de ces changements complets. Il faut garder espoir en soi, garder confiance. Alors, bien sûr, après, il faut trouver aussi une stabilité. Hein. On a vraiment besoin, évidemment, d'une stabilité, en particulier financière, quand on change de vie. Mais globalement, il faut s'attendre que... Ouais, et puis il faut être créatif aussi. Il faut être souple. Ouais, faut être souple. Mais ça va très bien avec la vie d'aujourd'hui. On sent très bien qu'il va falloir être de plus en plus souple, hein, parce qu'il n'y a plus trop d'endroits qui vont être safe, en gros, que ce soit le climat, etc. Ouais, naviguer avec cette incertitude, ça va être une vie. Voilà, donc j'espère que peut-être que le parfum et Pan, 11h11 et Rose vont permettre de ça. C'est ma petite collaboration à ça pour donner l'espoir de changer et d'essayer de trouver autre chose que cette acceptation du statu quo. On est plus ou moins tous d'accord que ça va plus trop, quoi. Ouais. En tout cas, merci Eric pour ce partage. Merci de m'avoir accueilli ici, de m'avoir fait partager tout ça. Et voilà, et de ta détermination aussi à continuer, parce que c'est pas tous les jours évident, mais on sent que ton amour pour le vivant te porte et que voilà, il va t'emmener peut-être, comme tu dis, vers des choses beaucoup plus, totalement différentes, mais toujours en lien avec cette idée de raconter des histoires et de nous faire... merci à toi de m'avoir invité, et puis merci pour les podcasts que tu fais, parce que moi j'avais découvert aussi certains auteurs, certaines personnalités grâce à ton podcast que j'écoutais sur Spotify. Voilà, donc merci pour aussi ce que tu fais et tout ça. Merci beaucoup. À bientôt. Merci Eric.